Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1825, au secours des Grecs. Écrit par Hervé Mazurel, lu par Mohamed El-Khatib. Au secours des Grecs. Le 28 février 1825 est créé à Paris un comité philhellène. Des libéraux, des conservateurs, des dames de la haute société s'enflamment pour la cause des Grecs en lutte contre l'Empire ottoman. Cette mobilisation transnationale sans précédent inaugure une nouvelle forme d'intervention humanitaire. N'en doutons pas. Il est des époques où les émotions se jouent plus habilement des frontières. Que celles-ci soient d'ailleurs nationales, idéologiques ou sociales. Non, bien sûr, qu'elles circulent, fluent et nomadisent à leur gré, mais que dans cette traversée des espaces et des cultures, les résistances s'amenuisent. De ces temps singuliers, l'âge romantique fut exemplaire. Il est frappant de constater qu'en 1770, Voltaire ait tenté en vain d'éveiller l'opinion française au sort des Grecs révoltés. Contre les Turcs, il échoua à susciter l'appui de Catherine II et l'élan d'une solidarité chrétienne retrouvée. À l'orée des années 1820, pourtant, le réveil des Hellènes suscita un puissant ébranlement des consciences, une vague d'émotions hautement contagieuse. Non seulement en France, mais dans tout l'Occident. Le choc était profond cette fois. L'indifférence impossible. Car la cause grecque résonnait désormais en chacun plus qu'on ne raisonnait sur elle. De Lisbonne à Londres et de New York à Saint-Pétersbourg, ce conflit gréco-turc fit ainsi, contre toute attente, événement. À un degré tel que, par-delà l'oubli qui l'entoure aujourd'hui, il interroge encore l'historien. Tout débuta en Morée au printemps 1821. La révolte populaire des montagnards Kleft contre l'occupant était alors ardemment soutenue à travers le monde par la diaspora grecque. Sauf qu'entre locaux et exilés, deux visions de la Grèce s'opposeraient bientôt. L'une était désireuse de recouvrer l'éclat byzantin d'une orthodoxie rayonnante, l'autre, celle d'un Adamantios Koraïs, figure parisienne majeure de la diaspora intellectuelle grecque, n'aspirait qu'à construire un État-nation moderne. Or, après que la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont anéanti la flotte gréco-turque égyptienne en baie de Navarin le 20 octobre 1827 et que l'indépendance a été acquise en 1830, le visage du nouvel État grec ne contenta personne. Passés sous monarchie bavaroise, après de sourdes tractations entre puissances, les Grecs n'étaient pas, malgré ce combat, rendus à eux-mêmes. Pas même aux frontières espérées. Au secours des Grecs s'était porté un gros millier d'engagés volontaires de toutes nations, vite mythifiés. Ils mêlaient à des soldats aguerris des guerres napoléoniennes, de jeunes têtes romantiques embrasées par la cause et la venue de Byron. Mais surtout, quantité d'hommes et de femmes se mobilisèrent à distance, donnant naissance à des centaines de comités de soutien de par le monde. Apportant aux insurgés vêtements, nourriture et argent, ils déployèrent ici autant de savoir-faire philanthropique en devenir. Souscription, quête à domicile, exposition au profit des Grecs, bals et concerts de charité, rachat d'esclaves et éducation des orphelins, confection d'objets et de vêtements philhellènes. En mars 1826, des femmes de la plus haute société parisienne quêtèrent ainsi avec succès jusque dans les quartiers les plus malfamés de la capitale. Sur ce modèle, d'autres comités de dames surgirent dans l'espace public. Dans maintes villes de province, grandes ou petites, mais aussi à l'étranger, où l'expérience française créa un puissant effet d'entraînement. Pour la France philhellène, l'année 1825 marqua toutefois un tournant. Un passage de flambeau s'opéra. Paris devint le centre d'impulsion de la mobilisation mondiale. Certes, ce n'était pas là l'âge des premiers émois français. Dès 1821, de précoces frémissements s'étaient fait sentir. Surtout lorsque, depuis Marseille, s'ébranlèrent vers l'Orient les premiers volontaires. Ils redoublèrent l'année suivante à la nouvelle des massacres de Scio, bientôt immortalisés par Delacroix.
Ils s'accentuèrent encore avec une première génération de comités embryonnaires, comme à Paris grâce à la Société de morale chrétienne. Mais en ces années-là, l'impulsion venait d'ailleurs, de la Suisse et des États allemands surtout. Jusqu'à ce que les témoignages désillusionnés des premiers volontaires d'Outre-Rhin et la pression grandissante d'un Metternich contre ses boutiques fassent bientôt se déplacer le centre de gravité du mouvement. Vint donc une seconde phase, pilotée depuis Londres, où la création d'un comité en février 1823 relança la solidarité internationale, infléchissant du même coup la rhétorique philhellène vers l'utilitarisme benthamien. Bientôt, cependant, la mort de Byron à Missolonghi en avril 1824, suivie d'une succession de scandales financiers liés à des emprunts grecs à Londres, amenèrent Paris à entretenir prioritairement la flamme. C'est que le 28 février 1825, un nouveau comité philhellène y avait vu le jour. Large, vigoureux et inventif, 2 années durant, le mouvement atteignit avec lui une ampleur inégalée. Des comités se reformèrent sur tout le continent, dans une trentaine de villes françaises, au Piémont, en Toscane, en Suisse, aux Pays-Bas, en Bavière, en Prusse même, en Scandinavie également. À lire leur velléité pacifique, morale, sinon évangélique, la finalité philanthropique primait. Mais certains comités, Paris en tête, ne cachaient cependant pas leur vocation militaire et politique. À chaque génération de comités, bien sûr, s'opérait une redistribution du centre et de la périphérie, donc des interdépendances. Le glissement gravitationnel vers Paris permit en tout cas la recréation d'impulsions éteintes et une coordination renforcée. En dépit d'inévitables tensions, les logiques collectives de coopération internationale l'emportèrent sur les préférences nationales. Ce fut particulièrement sensible en 1826, au temps du siège de Missolonghi, moment où les fonds collectés en Europe furent centralisés à Paris pour être utilisés en Grèce avec le maximum d'effet. Bien sûr, ces incessantes circulations d'hommes, de fonds et de savoirs générèrent une sociabilité philhellène transnationale active et puissante. Les défenseurs de la Sainte Alliance, tout à leur hantise de la conspiration, y soupçonnaient même l'émergence d'une sorte de grand État européen alternatif visant à l'anéantissement du système politique issu du Congrès de Vienne. Le sûr est que jamais avant la Grèce, on avait été aussi loin dans le parrainage international d'une culture nationale. De s'émouvoir, il est vrai, les raisons ne manquaient pas. Parce que la Grèce n'était pas une contrée comme une autre, mais bien la matrice commune. Un demi-siècle de néoclassicisme avait déjà remis ses auteurs et ses artistes à la mode, reléguant les Romains au rang de pâles imitateurs. Sa sculpture, elle, fascinait. Au point qu'en Grèce même, les antiquaires français, anglais et allemands, on ne disait pas encore archéologues, s'écharpaient. Tous voulaient mettre la main sur les vestiges malmenés de ces temps héroïques. Et la Vénus de Milo de trouver ainsi le chemin du Louvre en 1821, avant que 2 décennies plus tard ne naisse la célèbre école française d'Athènes. L'évidence d'un sentiment s'était alors répandue, celui d'avoir contracté une dette immense envers les anciens. Elle faisait de chaque Européen l'obligé des Grecs. Comment, sauf à incarner l'ingratitude, ne pas rendre aux descendants présumés des Hellènes cette civilisation dont leur père avait si généreusement fait don à l'Europe? Là, sans doute, gisait la principale raison d'être du philhellénisme, la gratitude ou le nécessaire contre-don. Les Myzélènes, eux, doutaient de l'authenticité d'une descendance directe, mais demeuraient trop minoritaires alors pour que leur voix porte loin. Quant aux Grecs locaux, confrontés sur place aux volontaires européens, puis aux soldats français de l'expédition de Morée de 1828, aux Bavarois enfin après 1833, ils restaient déconcertés par cette rhétorique philhellène qui, sans cesse, les renvoyait à ce fort lointain et nébuleux passé. D'ailleurs, si la guerre des Grecs et des Turcs toucha si largement en France, en Europe et aux Amériques, c'est aussi qu'elle autorisait maintes autres lectures et captations. Certains, et parfois les mêmes, tout à leur haine ravivée de l'islam, y voulurent voir l'horizon d'une nouvelle croisade. Rien de moins que la possible reconquête du berceau de l'Occident, demeuré 4 siècles sous domination infidèle. L'affrontement, de surcroît,
avait le charme de l'exotisme. Il avivait tout un complexe d'attraction-répulsion à l'égard de cet Orient cruel, sensuel et mystérieux qu'incarnait le vaste monde ottoman. Enfin, et plus encore, le conflit était pétri de résonances politiques. Dans cette Europe post-napoléonienne, les partisans de la liberté, tout particulièrement les exilés et insurgés peuplant l'internationale libérale, voyaient dans le combat des Grecs le dernier espoir de leur cause partout défaite. Quant aux conservateurs, ils étaient rongés d'ambivalence, de mauvaise conscience aussi. Intervenir contre le sultan était prendre le risque de déstabiliser l'Europe de Vienne en s'attaquant à un souverain considéré comme légitime. Ne pas le faire, comme le rappelait Chateaubriand, c'était abandonner des chrétiens, fussent-ils schismatiques, aux sectateurs sanguinaires du croissant. Après 20 ans d'incessantes guerres intérieures et peu avant les fragmentations définitives du monde des nationalités, tout se passa en quelque sorte comme si ces années philhellènes avaient été pour l'Europe un moment d'unité manifeste. L'ennemi turc, ainsi réanimé, sembla lui permettre d'éprouver à nouveau ses fondations communes. En France, en tout cas, ces débats résonnèrent avec une particulière acuité. Très tôt, classiques et romantiques s'emparèrent de cette matière profuse et irradiante. David et Delacroix y confrontaient leurs pinceaux, Delavigne et Hugo leurs vers, jusqu'à faire ainsi du philhellénisme français une sorte de précipité culturel hybride et inattendu. Dans le champ politique, l'heure vint même au dépassement des clivages partisans. Les Grecs n'étaient-ils pas à la fois les martyrs de la croix et de la liberté ? Bonald et Lafayette, également philhellènes, et la traditionnelle logique des camps vacillait. Surprend par là le très large spectre politique du comité parisien, le plus large en Europe. C'est qu'une telle cause, on le comprit bientôt, interdisait les calculs de souffle court. De plus, elle rendait intolérable toute position de spectateur passif. Réelles ou fantasmées, les atrocités prêtées aux Ottomans, et dont on voulait faire croire les Grecs incapables, indignaient, révoltaient, créaient du lien politique jusqu'à des milliers de kilomètres du théâtre d'une cruauté proprement paroxystique. Mais, au vrai, sous cette souffrance à distance, affleurait surtout un basculement d'ampleur des sensibilités collectives. Si l'Europe était restée sourde aux souffrances grecques de 1770, c'est notamment parce que les seuils d'intolérance à la douleur des peuples étrangers différaient alors sensiblement. Entre-temps, sur fond d'affirmation de l'humanitarisme, s'était opérée une progressive redéfinition des frontières de l'espace moral, et donc de l'intolérable en politique extérieure, ce qui incline à faire de cette vaste mobilisation philhellène transnationale un moment clé, sinon inaugural, dans l'histoire générale de l'intervention humanitaire et dans la genèse des débats sur la question sensible du droit à l'ingérence. Hervé Mazurel.